Quand on sait qu'on n'a pas de moyens, quand on sait qu'on n'a pas de moyens pour construire les écoles, quand on sait qu'on n'a pas de moyens pour construire les hôpitaux, quand on sait qu'on n'a pas les moyens pour donner de l'eau à boire à tout le monde, hein, je parlerai de l'eau tout à l'heure, qu'on n'a pas des bourses pour les étudiants, on n'a pas de bourses pour les meilleurs élèves, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas d'ambulance, on n'a pas des hôpitaux de référence dans toutes les régions, on ne multiplie pas les institutions budgétivores. On ne multiplie pas les institutions budgétivores. Déjà, au Togo, on a des institutions qui sont là, qui ne servent pratiquement à rien. On a la présidence de la République, on a la primature, on a l'Assemblée nationale. Dans un pays normal, les trois institutions auraient déjà suffi. Mais, parce que sous ces institutions se déclinent de petites institutions qui doivent faire normalement leur travail. On a parlé de l'IGE ici, il y a l'IGF, et il y a pas mal d'autres institutions. Mais le Togo, comme on sait bien dépenser de l'argent à ne rien faire, on est parti créer Aplusia pour lutter contre la corruption. Aplusia ne fait pratiquement rien contre la corruption. Après, on a créé la CNDH. Je ne sais pas fondamentalement ce que la CNDH apporte de plus, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les prisons, l'état des détenus, les violations de l'homme, des droits de l'homme, la torture sont devenues des pratiques systématiques dans nos brigades de gendarmerie, dans nos commissariats de police et même en prison. Donc, la CNDH, elle engloutit beaucoup d'argent. La médiatrice de la République, on ne sait pas ce qu'elle fait véritablement là-bas. Donc, c'est aussi une institution qui est entretenue par les contribuables, donc vous et moi. On a la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Ils sont en fin de mandat depuis 8 ans. Eux aussi sont là-bas. On les entretient tranquillement. Chacun a une voiture. Ils ont des bons d'essence. Ils ont des chauffeurs. Ils ont des avantages. Après, on a plus d'une centaine de mairies pour un petit pays de 8 millions d'habitants. 8 millions, 9 millions, on a plus d'une centaine de mairies. Après, on a créé les gouverneurs. Et c'est parce que les gouverneurs, 117 mairies, merci. Je sais pas ce que les gouverneurs, quel est le rôle des gouverneurs pendant qu'on a déjà les préfets, merci beaucoup. On a déjà les préfets, on a les maires, on va créer des gouverneurs. Quand on essaie de caser certains barons dans les localités de l'intérieur. Et comme si cela ne suffisait pas, on met en place un Sénat. Moi, j'étais je fais partie des tout premiers Togolais journalistes à dénoncer cette histoire de Sénat. Depuis 5 ans, j'ai dénoncé cette histoire de Sénat. J'étais pratiquement le seul d'ailleurs qui en parlait dans l'autre journal. J'ai toujours dit, le peuple Togo, le Togo n'a pas besoin de Sénat. Et j'ai invité, à l'époque, les hommes politiques à se prononcer de façon unanime pour rejeter cette histoire de Sénat. J'étais pratiquement le seul qui dénonçait cette histoire de Sénat en disant ça va alourdir les charges de l'État, ça va alourdir les difficultés de l'État parce que un Sénat au Togo c'est comme une chambre de retraite, c'est comme une maison de retraite, on n'en a pas besoin à partir du moment où on a un parlement et on a d'ailleurs au parlement trop de députés. Le Togo, ce bout de pays a je ne sais pas 80 combien de députés, on n'en a même pas besoin. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, on met en place un Sénat. Et moi, j'ai passé tout mon temps à dénoncer le Sénat, à inviter les hommes politiques à dénoncer le Sénat, surtout la classe politique de l'opposition. Certains ont fait fine bouche. Les gens ne voulaient pas, parce que chacun faisait ses petits calculs. Moi, je le dénonçais depuis. Vous pouvez retrouver mes vidéos. Aujourd'hui, la chose a été matérialisée. La chose a été matérialisée. Elle a été matérialisée. Et donc, on a créé le Sénat, 61 personnes, 68 personnes qu'on a désignées. Ce n'est pas des gens qui ont été élus, de mon point de vue, c'est des gens qui ont été désignés. Que ce soit ceux qui ont été désignés par le collège des électeurs municipaux, ils ont suivi les instructions de Foy Gnassingbé, tout comme ceux que lui-même il a désignés. Et donc, on voit bien aujourd'hui que ce Sénat-là, c'est une charge de plus pour l'État et donc pour les contribuables. Parce que les 61 sénateurs, ils ont un cadre de travail.
Donc le cadre de travail a besoin des moyens pour être entretenu. Dans le palais de congrès, il faut l'entretenir régulièrement, il faut payer les charges d'électricité, les charges de téléphone, l'entretien. Après, les sénateurs eux-mêmes, ils auront leur propre budget. Je ne sais pas combien ils seront payés par mois, mais toujours est-il que le président du Sénat, les membres du bureau, ils auront une situation comme des secrétaires d'État. Le président du Sénat aura une meilleure situation. On va peut-être le payer 3 millions, 4 millions par mois. Il aura un véhicule, des garde-corps, des secrétaires, des assistants parlementaires, des assistants sénatoriales. Mais c'est beaucoup d'argent qu'on veut mettre dans cette histoire de Sénat. Pour une république qui n'en a pas besoin, pour un pays qui est économiquement exsangue, pour utiliser les termes de Trimois, pour un pays qui est en difficulté, pour un pays où l'OTAN écrase comment on appelle ça, les petits commerçants. On n'a pas besoin de multiplier les institutions, de gaspiller de l'argent dans un pays où il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de l'eau potable. J'ai publié une vidéo sur ma page. Dans un village à Guérékouka, les femmes et les hommes sont en train de creuser dans la rivière, une rivière qui s'est asséchée. Ils sont en train de creuser dans la rivière pour avoir de l'eau au fond de la rivière. Ils étaient avec leur daba en train de creuser pour voir de l'eau. Mais c'est dans ce pays-là que vous créez un Sénat. C'est dans un pays comme ça que vous mettez en place un Sénat pour entretenir des vieux fatigués. Le président d'âge là, M. Koudjoualou Togo, je suis sûr que son fils même est déjà à la retraite. Si on était dans un pays normal, son propre fils est déjà à la retraite. Puisque lui, c'est un homme d'une autre époque. Son fils doit être déjà à la retraite. Et donc c'est son petit-fils qui doit travailler actuellement. Vous prenez des gens comme Barké. Vous prenez des gens comme Drama Dramani. Je vous ai dit que Drama Dramani était préfet dans les années 81 ou bien 84 à Mango. Les gens de Mango peuvent me le confirmer. J'ai vu ça dans les archives, quand je fais les archives. Il était déjà préfet dans les années 81 ou 82. Les gens de Mango peuvent confirmer ça. Je crois avoir vu une date. C'est dans les années 80. À Mango. Drama Dramani, à Mango, déjà préfet en 1981. Et il est toujours, voilà, 82 plutôt, voilà, 82. Il était déjà préfet en 1982. À Mango, j'ai vu ça dans les archives. Et donc, de 82 à ce jour, 40 ans plus tard, il est toujours aux affaires. Pendant que les jeunes qui doivent travailler sont dans la rue en train de faire du zémidjon. Les jeunes qui doivent travailler sont à la maison en train de mourir. Mais attendez, Koudjoualou Togo a été ministre de l'aménagement du territoire, bien de la planification, mais autant ancien, très ancien. Mais c'est lui qui est encore là. Donc voilà, celui qui est né quand Dramani était préfet à Mango, il a 43 ans aujourd'hui. 43 ans, il ne travaille pas. Mais celui qui a été préfet il y a 43 ans, il est toujours aux affaires. Comment est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays normal? On n'a rien contre les personnes de troisième âge. La loi est faite de manière à ce que vous travaillez, vous avez un temps de travail et puis après vous vous reposez. La loi est faite ainsi. Vous travaillez et puis à un moment donné, vous prenez votre repos. Les Kofigo, tout ça. Aujourd'hui, quand ils ont nommé, comment l'appelle-t-on, le reste quand ils ont nommé le reste des sénateurs, j'ai eu quand même des retours. Et il semble que, ce n'est même pas qu'il semble, c'est une certitude, dans UNIR, les gens sont très en colère parce que les gens s'attendaient, ceux qui ont raté, ceux qui n'ont pas été choisis pour être élus par le collège des électeurs municipaux, ils espéraient être sur la liste du président. Alors que la liste du président, ce n'est que 20 personnes. Et dans les 20 personnes, il a besoin de réajuster. Il y avait les opposants composants qui étaient à la porte, qui sollicitaient aussi être dans cette liste-là, les opposants composants, les gens qui ont fait le zèle pour qu'on modifie la Constitution, il fallait les remercier. Donc ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, qui ont fait le zèle la dernière fois pour qu'on puisse modifier
la Constitution, ils avaient le sentiment qu'on les avait utilisés pour les rejeter, donc il fallait les ramener. Donc tous ces gens-là, la plupart ont été ramenés. Ensuite, il y a quelques individus qu'il fallait satisfaire, les femmes qui sont au marché, comme la femme d'Adjidou Komelaba qui menaçait tous les commerçants d'Adjidou Komelaba, qui les faisaient vivre l'enfer. Elle a été choisie, et puis on a nommé des, je ne sais pas comment dire ça, des beaux, on a nommé des gens. Vous savez, en Europe, pendant la royauté, quand le roi, il pique la servante de la reine, les rois qui avaient la braguette facile là, il pique la servante de la reine, il nomme le père de la servante duc. C'est comme ça qu'on a distribué des titres en Europe à l'époque. Donc aujourd'hui, comme nous sommes dans un royaume, ça va tranquillement. Et donc, papa et la fille est ministre, on nomme papa sénateur. Donc, il y a certainement quelque chose qui est derrière tout ça. Donc, voilà comment le pays est gouverné. Et donc, moi, ce qui me choque dans toute cette affaire-là, ce n'est pas le profil des individus qui ont été nommés. Ce n'est pas le profil des individus, parce que Faure n'avait pas d'autres personnes à part ces gens-là. Ce n'est pas le profil des individus. Ce n'est pas le profil des gens qu'il a nommés. Il ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, c'est les milliards qu'on va investir dans cette histoire de sénateurs. Pendant qu'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur du pays, il n'y a pas de bourse pour les étudiants, il n'y a pas de bourse pour les élèves. Les gens meurent dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de coton. Mais on va débloquer peut-être 5 ou 6, 7 milliards pour entretenir un Sénat rempli de gens qui ont fait la plus belle partie de leur vie. Et tout ça au détriment de la jeunesse. Les jeunes du UNIR qui sont là sur les réseaux en train d'insulter les gens. Mais voilà, on vient de vous montrer qu'on n'a pas besoin de vous. Vous êtes bon pour qu'on vous achète un peu de crédit, de Yass ou bien de Tokocom pour venir insulter les gens. Mais quand il s'agit des postes de responsabilité, on n'a pas besoin de vous. On ne vous calcule pas. Vous n'existez pas. Les Barkés ont déjà positionné leurs enfants. Les Dramani ont positionné leurs enfants. Ils sont partout dans l'administration, dans les sociétés parapubliques, en train de travailler. Vous voyez? Mais vous, on n'a pas besoin de vous. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Vous avez vu le doyen d'âge, il est souffrant, il semble qu'il est venu en France faire un check-up rapidement pour retourner à Lomé. Il avait sa canne et puis son chapeau de cow-boy. Son chapeau de cow-boy. Et il a lu son discours, remercié le président et tout et tout. Et donc demain, c'est l'ensemble de ces gens-là, chacun aura des bons de carburant, et ceux qui sont dans le bureau auront des véhicules pour se déplacer, ils auront des avantages. Pendant ce temps, dans le même pays, vous avez des gens qui tapent 30 ans de chômage. Vous avez des gens qui n'ont rien. Ils sont sortis des études depuis, ils n'ont rien. En Afrique, généralement, on dit, quand la famine arrive, les vieux, les personnes âgées, ils se sacrifient pour les jeunes. Quand la famine arrive, quand il y a une situation difficile, il y a la disette, il y a la famine, les personnes âgées se sacrifient pour que leurs enfants mangent. C'est comme moi, j'ai des enfants. Si demain il y a une situation qui est difficile, moi qui cherche les moyens pour nourrir ma famille, je vais rester affamé. Si le riz qu'on mangeait par jour, on n'a plus la même ration de riz et que la ration doit être totalement diminuée, moi je vais me sacrifier pour que mes enfants mangent. C'est comme ça. Moi, je vais me sacrifier pour que mes enfants mangent. Mais au Togo, chez nous, et peut-être au Cameroun, c'est les vieux qui mangent et les enfants ont faim. Au Togo et au Cameroun, c'est les vieux qui mangent et qui ne finissent jamais de manger et les enfants ont faim. C'est-à-dire que c'est même en violation même de notre tradition africaine. Dans la tradition africaine, quand il y a une situation de famine, les parents se sacrifient pour que les enfants mangent. Les enfants se sacrifient pour que les enfants mangent. C'est comme ça. Si tu vas dehors et que tu ne trouves que 2 boîtes de spaghettis ou bien 2 poids de spaghettis, mais si les spaghettis ne peuvent pas suffire à tes 5 enfants, tu te sacrifies. Les gens disent, Niamati a donné Vignoa Roumoué. C'est comme ça que ça se dit. Mais chez nous, c'est les vieux qui mangent et les jeunes sont affamés. C'est les vieux qui continuent de manger et les vieux sont là affamés. Les jeunes sont affamés. Et donc,
leur conscience même n'est pas touchée. Les gens comme les Barké, les Koudialou-Dogo, les Kofigo, les Dramani, pour ne prendre que les 4 là, qui sont autour de 80 ans, 78 ans, 76 ans, ces gens-là, ils ne peuvent pas dire un matin, écoutez, nous, on va s'effacer pour que, laisser la place aux jeunes. Ils ne peuvent pas dire ça. Qu'est-ce que Barké a fait de spécial au Togo? Il a fait quoi de spécial depuis qu'il est rentré de ses études, où on nous a menti que quand tu vas à la Sorbonne, tu vois quelque part, on a écrit sur un mur que faites comme Barké. C'est des mythes comme ça qu'on a créés qui n'ont servi absolument à rien. Ils ont fait quoi? Rien du tout. Et c'est des gens qui sont dans la 80 piges, 78 piges, 76 piges. On vient les prendre encore pour les nourrir alors qu'ils sont déjà suffisamment riches. Ils ont détourné énormément d'argent. C'est à cause de leur crime économique que les jeunes souffrent aujourd'hui. On vient les promouvoir encore. Et pendant ce temps, les jeunes sont sur YouTube, TikTok, tout ça, en train d'insulter d'autres personnes. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Donc, on n'a pas besoin de cela. Nous n'en avons pas besoin. Ouais, Ayassor, voilà. Voilà, Ayassor. Voilà, on n'a pas besoin de cela. On n'en a pas besoin au Togo. Le Togo est un tout petit pays qui n'a même pas besoin d'une chambre bicamérale. On n'en a pas besoin. Les 100 combien de députés sont suffisants pour faire le travail. Ils sont d'ailleurs trop nombreux d'ailleurs. Ils sont trop nombreux d'ailleurs. Donc ces gens-là, c'est une maison de retraite qu'on leur a créée, qu'on leur a établie. Hein? Ils vont aller là-bas, ils vont commencer par dormir en pleine séance. Mais comme quelqu'un a décidé au Togo de créer les institutions à son image, pas à l'image du pays, à son image, il a créé des institutions pour ses propres ambitions à lui. Voilà ce qu'il il fait du pays. Et nous ne devons pas être étonnés. Vous savez, dans la tradition africaine, je convoque toujours la tradition africaine, dans nos cultures, on apprécie la moralité d'un chef à travers la moralité de ses notables. Dans la tradition africaine, on apprécie la moralité d'un chef par la moralité de ses notables. C'est à travers la moralité des notables qu'on apprécie la moralité d'un chef. Oui, Madame Petrol Gates, donc il y a des preuves accablantes sur elle. C'est des corrompus comme ça. Donc, un chef, la moralité d'un chef s'apprécie par la moralité de son entourage. Quand vous avez des notables qui sont des vendeurs de terrain, double vente, triple vente, ça veut dire que le chef lui-même, c'est ce qu'il fait. Si vous avez dans une chefferie, dans une cour royale, des notables qui sont spécialistes de double, triple, triple vente de terrain, c'est que le chef lui-même, il est de cette nature-là. Quand vous avez, des notables qui sont des violeurs de femmes et qui sont toujours dans la cour royale, c'est que le chef n'est pas loin aussi de ça. Si vous avez des notables qui sont des voleurs de deniers publics et qui sont toujours dans la cour royale, c'est que le chef non plus n'est pas loin de ça. Si vous avez des notables qui prennent des libertés avec l'argent public et ils sont encore à la cour du roi, c'est que le roi même n'est pas loin de ça. C'est ça la triste réalité dans notre pays. Donc, quand vous prenez le profil de tout ce qu'on a nommé là, qu'ils aient été élus de la manière dont on les a élus, ou bien qu'ils aient été nommés par Fonya Singbe, prenez leur pedigree un à un, prenez leur profil un à un. Et donc vous avez une image de celui qui les a nommés. Parce que celui qui les a nommés, son image s'observe à travers les gens qu'il a nommés. Donc, nous, avec Fonya Singbe, on n'aura jamais une république vertueuse. Ne vous trompez pas. Vous n'avez pas besoin de vous tromper. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Fonya Singbe un jour nomme des gens vertueux. Vous savez, les dictateurs, ils n'aiment pas les gens brillants. Ils les aiment juste pour les utiliser pour un temps. Ce n'est pas depuis 20 ans que Fort au pouvoir, ce n'est pas des gens compétents qui lui ont manqué. Ce n'est pas des gens compétents qui lui ont manqué. Il est allé chercher les Humbo depuis les Nations Unies. Ce n'est pas des gens incompétents.
Il allait chercher d'autres personnes au PNUD. Ce n'est pas déjà incompétent. Il a eu pas mal de gens compétents autour de lui. Mais comme dans un régime autoritaire, seul le chef doit être visible. Seul le chef doit dégager une certaine aura. Seul le chef doit dégager un certain dynamisme. Vous avez beau être intelligent, vous avez beau être brillant, quand vous arrivez dans ce système-là, vous êtes obligé de vous confondre avec tous les médiocres. C'est le principe du nivellement par le bas. Parce que le chef, le dictateur, l'autoritaire, lui, il est déjà complexé. Dans tous les régimes autocratiques, le chef est généralement complexé. Il est complexé par rapport à ses collaborateurs. Il est complexé par rapport à plusieurs dossiers. Donc, c'est des gens qui sont généralement complexés. Et ils n'aiment pas avoir à côté d'eux des gens qui brillent. Donc, on a beau prendre des gens qui sont brillants, on les a mis dans les systèmes, ils se sont éteints. Voilà, les cacos, tout ça. Les cacos n'ont pas fait long feu. Parce que c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont un certain parcours, qui sont brillants. Mais on a besoin d'eux pour servir la dictature. Mais s'ils sont servis de la dictature, eux ne doivent pas briller. Ils doivent se mettre au niveau du dictateur. Parce que le dictateur lui-même, il entraîne. Parce que le dictateur lui-même, il est la somme d'une certaine incompétence. Voilà, il est la somme de beaucoup de dossiers, de casseroles et tout ça. Et donc, il n'aime pas avoir autour d'eux des gens, à moins que vous décidez de faire le larbin. À moins que vous décidez de faire le larbin. Donc, vous allez voir que dans les régimes autoritaires, les gens qui sont brillants, on finit par les clouer au pilori. On invente une histoire, on dit qu'il a détourné de l'argent, on les liquide. Diallo Telli a vécu ça avec Sékou Touré. C'est vrai qu'il y a la question Peul, mais Diallo Telli était un esprit très brillant à l'époque. Donc, dans le système LPT Uni, vous voyez des gens qui sont brillants et qui ont été éteints par le système. Ils se sont mis au niveau du système pour voler aussi, pour courir les femmes, pour manipuler l'argent comme ils veulent, pour arracher les femmes des gens. Parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Vous voyez. Et donc, les gens qui ont pu s'en sortir, des gens comme les Humbo, ils sont repartis, les gens comme les Kakou, ils sont repartis, mais d'autres sont restés. D'autres sont restés. Et ces gens-là ne peuvent même pas prendre une initiative. Le jour que tu prends une initiative, le jour où, dans le domaine qu'on t'a confié, qu'on t'a demandé de gérer, tu fais beaucoup de réalisations, les gens dans l'appareil du parti ou dans l'appareil même de l'État viendront dire à ce qu'ils appellent là-bas le patron que lui là, il en fait trop, hein. Il faut le fragiliser un peu. On parle trop de lui dans la ville, tu passes partout, on parle de lui, on dit ah, c'est Ferdinand, on dit ah, c'est X, oh, tout le monde parle de lui, qu'il travaille bien. Le dictateur va commencer par s'inquiéter parce que pour lui, vous êtes une menace. Il va commencer par s'inquiéter. Et c'est comme ça qu'il va commencer par vous fragiliser. Donc, on a vu le cas des Kokoroko. Tout le monde faisait l'éloge de Kokoroko par rapport aux travaux qu'il a engagés à l'université. Tout le monde en parlait. Il dit, mais que c'est un jeune professeur, il fait du travail vraiment louable à l'université. Quand les gens commencent pas à en parler, c'est dans le système lui-même. Mais un matin comme ça, on l'a dégommé de l'université, même sans l'avertir. On l'a dégommé dans l'université. Non seulement on l'a dégommé dans l'université, le ministère qu'il gérait, ils ont amputé une partie. Est-ce que vous entendez encore Kokoroko faire quelque chose? Peut-être qu'il continue de pas travailler, mais il est plus ou moins discret. Puisque le dictateur, pour lui montrer qu'il ne doit pas faire des choses au-delà de ce que lui veut, le dictateur l'a envoyé au Parlement. Quand ils ont fait la dernière élection, ils ont mis Kokoroko où? 4e vice-président, un professeur, je ne sais pas comment on appelle ça, titulaire ou agrégé de droit. On va à l'Assemblée nationale, il n'est pas président, on le met 4e vice-président sous un douanier. On sait comment les douaniers fabriquent les diplômes, en tout cas pas tous les douaniers, mais certains douaniers achètent leurs diplômes, sous une dame qui a fait les travaux publics, et sous, je ne sais pas, on le met 4e. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas meilleure façon d'humilier des gens comme ça. Il n'y a pas meilleure façon d'humilier quelqu'un comme ça. Il est professeur agrégé, juriste, connu. On va au Parlement, c'est un douanier qu'on met devant lui. Un douanier qui a des diplômes façon, qu'on met devant lui. Alors que le Parlement, c'est la zone où on va discuter des lois. Donc, on le met 4e vice-président, même pas 2e.
Même pas premier. On le met 4e vice-président. Une manière de lui dire, t'as beau avoir des diplômes, ici c'est pas les diplômes qui comptent, tu te tais, tu travailles. Heureusement qu'on l'a ramené au ministère. Donc, il y a eu le cas Pascal Bodiona. Bon, avec cette affaire d'escroquerie, parce qu'à un moment donné, quand ils ont pris le pouvoir, tout le monde parlait de Bodiona, 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 Bodiona. Il était populaire partout, chez les journalistes, parmi les gens. Un matin, paf, on lui a coupé les ailes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dans un système comme ça, vous avez beau être brillant, vous avez beau être compétent, vous ne pouvez prendre aucune initiative de vous-même pour améliorer le quotidien ou le secteur qu'on vous a donné. Les gens qui ont milité pour qu'on modifie la constitution là, les professeurs Hunake, je ne sais pas, il est aussi juriste. Professeur Hunake, c'est ça, non? Il était à la DAS, là. Celui qui est venu développer des arguments incongrus pour justifier la modification constitutionnelle, qui était sur les médias, qui racontait tout et n'importe quoi. Quel ministère on lui a donné? Artisanat. Artisanat. C'est ce qu'on appelle un strapontin. C'est ce qu'on appelle strapontin. Artisanat. Artisanat. Vous l'avez entendu quelque part? Il est même ministre délégué, non? Artisanat. Vous l'avez entendu prendre une initiative quelque part depuis qu'il a été nommé là? Vous l'avez entendu quelque part? Il est dans sa voiture de ministre, il a ses bons de carburant, il a son salaire. Peut-être que c'est ce qui lui manquait dans la vie. Voilà, il voulait juste changer son statut social, c'est tout. Donc, même si on lui disait ministère des pompes funèbres, il va prendre. Ministre. Si on lui avait nommé ministère des pompes funèbres, il va prendre. Parce que ministre, c'est ministre. Il suffit que tu sois ministre, que toi aussi tu viennes devant... comment on appelle ça? Tu viens au conseil des ministres. Il y a un ministre au Cameroun qui critiquait Paul Biya, comme ceux qui critiquaient Fort, qui ont rejoint Fort après, qu'on appelle Momo, Jean de Dieu Momo. C'est un avocat. Un jour, il critiquait tellement Biya, après on l'a nommé ministre, on l'a mené un ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Un jour, il arrive sur une télévision, on lui pose la question, si là où il est aujourd'hui, si on lui demande de démissionner, il va démissionner, il dit, démissionner, je suis fou, c'est jusqu'à la gare. Il dit, démissionner, que ça n'existe pas en Afrique, c'est chez les Blancs, démission, c'est chez les Blancs, que je suis fou, que c'est chez les Blancs qu'on entend ça, que lui est dedans, c'est jusqu'à la gare. Que lui, là où lui il est là, c'est jusqu'à la gare. Que lui, il est fou. Il n'est pas fou. C'est la même chose aujourd'hui avec, comment l'appelle-t-on, les Hunake et tout ça. Ces gens-là, ils sont partis défendre les incongruités. Et puis à la fin, comme le bienfaiteur sait que c'est des larbins, ils ont beau avoir des diplômes, c'est des universitaires, ils leur glissent quelques miettes. Donc, Hunake, on leur a donné le ministère de l'artisanat. Et depuis, on n'a même pas entendu faire une interview sur un média pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il fait de son artisanat. Il y a des jeunes qui sont allumés là-bas au grand marché qu'on est en train de dégager, ils n'ont même pas de place pour vendre leur œuvre d'artisan. Donc lui, l'essentiel c'est qu'il est ministre. Quand il passe quelque part, on dit excellence. Voilà, il est content. En plus en Afrique, on appelle les ministres excellence. Il est content. Quand il arrive quelque part, on dit oui. Donc cette manière de faire, cette manière de gérer la chose publique, elle va nous créer plus tard des ennuis. Les gens ne se posent pas la question de savoir, quand on nomme, parce que comme on est aussi dans le repli identitaire, les gens ne se posent pas la question de savoir, celui qu'on appelle pour le nommer ministre, est-ce qu'il apporte quelque chose à la communauté? Rien du tout. Quand vous allez peut-être à Ebé là-bas, les gens de Bé vont vous dire que Gomado c'est leur fils, d'accord. Les gens d'Aplaoubé, moi c'est leur fils, on l'a nommé ministre. Le jour qu'il y a des funérailles, son nom est sur le faire-part. C'est important. Ils donnent 200 000 francs pour les funérailles. Et celui qui lit le faire-part, il va lire le nom du ministre. Il va préciser que c'est leur fils. Il va ajouter que c'est à cause de lui qu'on a amené les policiers pour surveiller la veillée. C'est lui qui a offert le cercueil. Et ensuite, il a donné 200 000 francs. Il va dire, mais voici pénère. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Quand vous allez dans les funérailles, le plus important, c'est qu'on met le nom du ministre sur le faire-part de quelqu'un qui est décédé.
Et on va dire, ah, c'est grâce à lui qu'on a eu les facilités pour avoir, les chaises, pour la veiller, pour avoir ceci, pour avoir ça, pour avoir ça. Et en plus, il a donné l'argent pour acheter le cercueil. On va dire, ah, mais voici pénètre. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Donc, les gens ne se projettent pas. C'est ça la réalité. Donc, celui qui distribue les postes dans le pays, il sait ça. Il connaît ça. Il sait comment ça fonctionne. Donc, dans un système comme ça, les esprits brillants, ils sont condamnés à devenir médiocres. Dans un système comme ça, les gens qui ont tellement d'idées, ils sont obligés à ramper devant des illettrés, des analphabètes. Est-ce que vous trouvez normal? Je reviens toujours sur son cas. Quand on a voulu former le bureau de l'Assemblée nationale, que quelqu'un comme Kokoroko, quoi qu'on puisse le reprocher, il était quand même président de l'université, juriste, professeur agrégé en droit. On le met 4e vice-président derrière un douanier. Je n'ai rien contre le poste de douanier, hein. Mais on sait que les gens qui ont fait façon pour devenir douanier au Togo, on sait comment ils font les diplômes. Est-ce que c'est-à-dire, le Parlement par excellence, c'est le lieu où on fait les lois. C'est le lieu où on vote les lois, on prend l'initiative des lois. Vous trouvez normal qu'on puisse mettre un professeur de droit agrégé sous un douanier, 4e vice-président, douanier? Mais c'est comme ça que le système fonctionne. Et c'est comme ça qu'on humilie les gens dans une dictature. On n'a que faire de ton intelligence, on n'a que faire de tes diplômes, on n'a que faire de tes parcours, on n'a rien à foutre. C'est pour cela que, en prenant la liste de tous ceux qui se sont nommés, comment l'appelle-t-on, au Sénat, on voit bien que c'est un, excusez-moi le terme, c'est un conglomérat des gens à scandale. La liste que Ford a nommée, Ford lui-même, sa propre liste, c'est un conglomérat des gens à scandale. Vous prenez Inoussa Bouraïma. Les jeunes, est-ce que vous connaissez Inoussa Bouraïma? Il était ministre de la Défense en 1994, éphémère ministre de la Défense. C'est l'éternel président de l'Union musulmane. Il est dans les scandales même dans l'Union musulmane. C'est lui qui a privatisé l'Union musulmane. C'est lui qui a empêché l'Union musulmane de prendre des positions politiques. Inoussa Bouraïma, il est là depuis longtemps. Et quand il était ministre en 1994, c'était l'année où Akpo, les gens ont été tués après l'attaque de... Je ne sais pas si c'est en janvier ou bien mars, l'attaque où Akpo a trouvé la mort. Et il était ministre de la Défense. Et il est allé à l'enterrement d'Akpo et il a fait une oraison funèbre. Je pense qu'il a inquiété Yadema lui-même. 5 mars, merci, aucun hérité. Moi, je me rappelle comme hier, il semble que son oraison funèbre a poussé Yadema à le dégommer immédiatement. Quand il a fini de faire les éloges d'Akpo à l'oraison, parce qu'Akpo est mort dans les conditions assez troubles, aussi bien comme Tépé et Améi. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Et donc lui, il va au funérailles. Quand il finit de lire à la fin, il dit « J'entends la voix d'Akpo qui dit depuis la tombe « Vengez-moi, vengez-moi, vengez-moi ». Isamka, le maître de Yadema, était dans tous ses états. Il a dit « Mais il appelle Akpo à venger qui ?» Vous avez trouvé ce discours aussi, si c'est encore sur les réseaux sociaux. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Vous savez comment il parle, Inoussa Bouraïma. Il dit, j'entends la voix d'Akpo qui dit, vengez-moi, vengez-moi. Il semble que le sang de Yadema fait un tour. Dès qu'ils sont revenus des funérailles, Yadema l'a dégommé. C'est ça. Moi, je me rappelle comme hier, quand il lisait son oraison funèbre. Vengez-moi, vengez-moi. Et lui, après... il est parti se caser à l'Union musulmane, où on le cite dans les malversations, parce que vous savez que l'Union musulmane brasse beaucoup d'argent pour les histoires de pèlerinage, pour les dons qui viennent de l'Arabie Saoudite, du Qatar, un peu d'argent qui viennent des pays arabes. Donc, il s'est fait beaucoup. Hein, les autres l'accusent de faire, et non seulement d'avoir bloqué le mandat, parce qu'avec Inoussa Bouraïma à la tête de l'Union musulmane, c'est un mandat bloqué. Ils n'ont plus jamais fait d'élection. Et il a privatisé l'Union musulmane. Il est en conflit avec tous ses collaborateurs. Et c'est des gens à scandale comme ça que Ford a trouvé pour nommer au Sénat. À la limite, le Sénat tel qu'on l'a conçu dans la Rome antique, le Sénat tel qu'on l'a conçu dans la Rome antique, et peut-être par extension avec l'Égypte, en passant par la Grèce antique, le Sénat, c'est des gens sages.
Le Sénat, c'est des gens d'une certaine probité morale. Le Sénat, c'est des gens d'une certaine aura. Et quand la nation est en difficulté, c'est des gens comme ça, c'est à eux qu'on fait appel pour apaiser la nation. Au Togo, ceux qu'on a envoyés dans le Sénat, à Djoglasso, des voleurs d'argent, des détourneurs, des crimes économiques, des assassins, voilà, c'est des gens qu'on a trouvés pour envoyer au Sénat. Des faussaires, c'est des gens qu'on a trouvés pour envoyer au Sénat. Donc nous sommes totalement à l'antipode de ce qui se fait dans la normalité. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est nous qui allons payer ces gens-là. C'est le contribuable qui va payer ces gens-là. Tous ces gens que vous voyez, qui se sont déjà enrichis sur le dos de la République, qui ont détourné des milliards sur des projets, qui ont privé les populations de moyens, de l'eau, de l'électricité. C'est ces gens-là, c'est nous qui allons encore les entretenir. C'est nous qui allons les entretenir. Si vous attendez quelque chose de vertueux venant de Faure Gnassingbé, attendez le retour de Jésus. Si vous attendez quelque chose de vertueux de la part de Faure Gnassingbé, attendez le retour de Jésus. Faure Gnassingbé n'a jamais fait la promotion de la vertu à la tête de l'État togolais. Jamais. 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 Et il ne le fera jamais. Parce que lui-même, il a pris le pouvoir par le viol de la Constitution. Puisque son pouvoir est issu d'un viol. Le viol de la Constitution. Après, il y a eu les assassinats. Son pouvoir, il a obtenu par le viol de la Constitution. Et pas un seul viol, plusieurs viols de la Constitution. Bon, je ne sais pas, on dit que TikTok signale les viols, tout ça. Bon, hein? Ça dit qu'il a obtenu son pouvoir par un attouchement de la Constitution. Voilà, j'utilise ce mot-là. Un attouchement de la Constitution. Plusieurs attouchements de la Constitution. Plusieurs attouchements de la Constitution. C'est comme ça qu'il a obtenu son pouvoir. Et puis après, il est venu dans une mare de sang. Ça veut dire qu'à l'origine, la personne qui doit incarner l'État, elle est fondamentalement souillée. Autour de lui, il ne peut nommer que des gens souillés. Donc, Faure peut faire 50 ans au pouvoir, il ne nommera personne de vertueux autour de lui. Les rares personnes qu'il va choisir, ils feront peut-être un peu de temps et puis vont partir. Comme les Kakos sont partis, comme les Rumbo sont partis, comme les Deliarufa sont partis. Mais les autres qui sont des Adjoglassou, ils vont rester. Parce qu'ils sont à la recherche de la facilité. Ils veulent s'enrichir rapidement. Ils veulent avoir une maison. Ils veulent avoir aussi une situation. Ils veulent vivre comme tout le monde. C'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité. Donc, là, nous allons dépenser de l'argent pour payer des vieux croutons qui ont déjà été des criminels économiques. Dans quel scandale au Togo on n'a jamais cité Barké? Scandale financier, depuis le port, la SNPT, les mines, l'énergie. Dans quel scandale on n'a jamais vu Barké? Dans quel scandale? Le pétrole Gates, il est aussi dedans. Dans quel scandale on n'a jamais suivi Barké? Le nom de Barké, on n'a jamais retrouvé le nom de Barké. Dans quel scandale on n'a pas vu des gens comme Drama Dramani? Ayassor, dans quel scandale on n'a pas cité Ayassor? La route Lomé-Voga-Enfouin, qui a valu, je ne sais pas comment dire, des convocations pour les journalistes qui ont dénoncé ça. Ce sont ces gens-là qui vont au Sénat. C'est la République à l'envers. C'est la République à l'envers. Et malheureusement, c'est ça le Togo. C'est ça le Togo sous Faure Gnassingbé. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin de son règne. Parce que lui-même, il est issu d'un milieu comme ça. Donc, il ne peut nommer que des gens de ce milieu. C'est ça la triste réalité. Ceux qui sont courageux et qui pensent qu'ils ont un avenir, demain, ils peuvent rompre les amarres et partir se faire valoir ailleurs. Mais ceux qui ont pris goût et qui cherchent la facilité, ils vont rester dedans. Malheureusement. Ils vont rester dedans malheureusement. Et on ne pourra pas avancer. Donc, bienvenue aux sénateurs. Bon appétit à vous.
et puis mangez bien pendant que le peuple continue d'avoir faim. Mangez bien pendant que le peuple continue de serrer la ceinture. Mangez bien, réjouissez-vous, prenez le bon vin pendant que les Togolais continuent de souffrir. Mangez bien pendant que vos fils sont à la maison, ils n'ont pas de boulot. Ils sont au chômage depuis 20 ans, 30 ans. Bon appétit à vous pendant que vos petits-fils sont à la maison, ils n'ont pas de boulot. Madame Molga, elle est notaire. Peut-être que ce n'est pas un choix hasardeux. Si vous fouillez bien, peut-être notaire qu'elle est, elle a géré des dossiers sensibles dans le notariat. Certainement. Mangez très bien. Réjouissez-vous pendant que vos enfants... Un instant. Mangez bien, mangez bien, pendant que vos enfants sont à la maison, ils n'ont pas de boulot, pendant que vos petits-fils sont à la maison, ils n'ont pas de boulot, engouffrez-vous, bien comment on appelle ça, réjouissez-vous, prenez les bons vins, prenez le bon champagne, continuez pas à manger pendant que vos fils dans les villages, vos proches n'ont pas de quoi boire. Vos enfants n'ont pas de l'eau potable, continuez pas à manger, mais n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas que tôt ou tard, le peuple prend toujours sa revanche. N'oubliez pas que le peuple prend toujours sa revanche. Et alors, on se parle là. Le peuple togolais est à bout. Vous ne sentez pas venir la colère. Vous ne sentez pas venir la colère dans la masse. Mais les gens sont très fâchés. Et même dans votre propre unir là, les gens sont en colère. Parce que les gens estiment que les vieux là devaient être quelque part. Et ce n'est pas eux qui doivent être là-bas. Les gens sont en colère. Ils ne le disent pas publiquement. Mais le moment viendra, vous allez voir. Et vous, les vieux là, vous n'avez même pas la force pour courir. Vous ne pouvez même pas courir. Vous ne pouvez même pas courir. Vous n'êtes pas prêt de vous sacrifier pour vos enfants. Vous n'êtes pas prêt de vous sacrifier pour vos petits-enfants. Vous voulez manger jusqu'au pied de votre tombe. Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui que vous n'avez jamais mangé? Je prends les 4 ou les 5 vieux qui sont devant là. Barké, Koudjoludogo, et Ayasso, Dramani et un 5e là. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous n'avez pas mangé que c'est au Sénat que vous allez manger ça? Normalement, après 20 ans de pouvoir, c'est à vous de faire une délégation. Kofigo, voilà. C'est à vous de faire une délégation pour aller voir Faure Gnassingbé pour dire, vous êtes notre fils, 20 ans, ça va. Ton père a fait 38 ans. Tu viens de faire 20 ans. Il faut que tu penses à sortir par la grande porte. C'est vous qui devez faire cette démarche-là. C'est vous qui devez aller voir Faure Gnassingbé, qui est votre fils. Parce que vous avez travaillé avec le père pour lui dire, vous avez fait 20 ans. Même si les 20 ans sont passés rapidement, même si les 20 ans sont passés le plus vite que possible, c'est à vous d'aller le convaincre, de lui dire, Bitoko Tipou Yanine, voilà. Voilà, un homme de l'ancienne époque. Voilà, lui aussi il est vieux. Donc, c'est à vous d'aller lui dire, tu as fait ton temps, 20 ans. Si en 20 ans, tu n'as pas pu faire grand-chose, ce n'est pas en 5 ans, 10 ans que tu vas faire quelque chose. 20 ans, c'est bon. Cède le passage à quelqu'un du parti. Si vous ne voulez pas d'opposant, si vous ne voulez pas d'alternance, vous allez préparer quelqu'un dans votre propre parti pour dire, maintenant, le parti a décidé que tu puisses aller à la retraite. C'est vous les vieux là, qui venez dans un discours, comme Koudjalo Togo, dire que tu salues la clairvoyance du chef de l'État. Tu n'as pas honte? C'est vous qui venez dire dans des discours que vous saluez la clairvoyance du chef de l'État. Vous n'avez pas honte. La clairvoyance voudrait que vous, la jugeote voudrait que vous, la sagesse voudrait que vous, les vieux là, vous fassiez une délégation pour aller le voir, pour lui dire, 20 ans c'est bon, ton père a fait 38 ans, c'est une grâce. Aucune famille au monde après la Corée du Nord n'a régné comme ça. C'est une grâce. Cherche un moyen, va te reposer, prends ton argent, tes femmes, tout ça, va quelque part. On trouve quelqu'un au parti. Si on ne veut pas les opposants, tout ça, on met quelqu'un dans le parti. Au moins, on nous dira qu'on a choisi un autre candidat. Vous avez dit non, que c'est lui. Et lui, lui vous a choisi. C'est-à-dire, si on suppose que le mandat de Faure Gnassingbé est terminé,
C'est ça l'incongruité du système parlementaire au Togo, qui n'a rien à voir avec aucun système parlementaire au monde. Faure Gnassingbé qui ne jouit d'aucune légitimité. Parce que là, aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a aucune légitimité. Il n'a aucune légitimité. Il est juste aujourd'hui chef de parti politique. Donc, lui, en tant que chef de parti politique, il nomme les sénateurs qui vont le nommer demain président du conseil. Vous imaginez l'incongruité? C'est-à-dire, quelqu'un me nomme et demain, moi, je le nomme aussi. C'est ça le parlementarisme à la sauce RPT unir. C'est-à-dire, Faure aujourd'hui, il n'a pas de légitimité. Son mandat est fini. Donc, le mandat qu'il vient d'achever, c'est même un mandat usurpé. C'est un mandat usurpé. Mais en plus, le mandat est fini. Donc là, il n'a pas de légitimité. Il n'est même pas un élu local. Il n'est même pas un élu comme un maire dans un quartier ou bien un conseil municipal. Il n'est pas un élu local. Il n'est rien. Mais il nomme des gens qui, à leur tour, vont le nommer président du conseil. Vous trouvez ça normal? Déjà que les gens qui ont été élus sénateurs par les élections qu'ils ont organisées, c'est lui qui a donné les consignes. C'est lui qui a choisi les gens. En fait, les gens n'ont pas été nommés. Et les gens n'ont pas été élus, ils ont été nommés. C'est lui qui les a nommés. Tous ceux qu'on a nommés, on a pris pour les élections là, les élections sénatoriales, c'est lui qui les a nommés. Puis c'est lui qui a validé la liste. Sinon, quelqu'un comme Robert Olympio n'aurait pas 90% des voix, puisque son parti n'a pas été aux élections. Mais il a eu 90% des voix. Ça veut dire que des consignes ont été données pour le choisir. Donc, c'est Faure qui a choisi les gens, les premiers sénateurs, les 41 là, ou bien c'est comme les 40 là, c'est Faure qui les a choisis. C'est lui qui nomme encore les 20. Il a choisi les 41. Et c'est lui qui nomme les 20. Alors que lui-même, aujourd'hui, il n'a aucune légitimité. Il n'est même pas un élu local. Puisque son mandat est fini. Il n'a pas de légitimité. Maintenant, les 60 personnes que lui a nommées, ils vont se réunir dans une salle pour le nommer, lui, chef de parti uni, président du conseil. Et lui, il a tout le pouvoir pour dissoudre le Parlement, pour dissoudre les institutions, mais lui, il n'est pas élu. Mais c'est pas possible. Ce qui nous arrive au Togo, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas si nous sommes à une nouvelle ère de constitutionnalistes. Nous voulons réinventer le droit constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi qu'à l'heure où nous parlons, le mandat de Faure, même si le mandat de Faure qu'il a eu en 2020, il est fini. Il est fini. Son mandat est fini. Alors si son mandat est fini, il n'a plus de légitimité. Donc il n'est pas aujourd'hui un élu local, il n'est pas un conseiller municipal, c'est-à-dire en termes de légitimité, il ne peut pas dire que j'ai été élu. Son mandat est fini. Mais c'est lui qui nomme des sénateurs, qui à leur tour vont le porter comme président du conseil. Vous trouvez ça normal? Il n'est même pas un élu de quartier. Son mandat est fini. Il est devenu un homme. C'est vrai qu'il incarne aujourd'hui, il est chef d'État aujourd'hui, il incarne l'autorité de l'État. Mais en réalité, si son mandat est fini, le mandat qu'il a eu en 2025, non, en 2020 pour 2025 est fini, là, il est dépouillé de toute légitimité. Même quelqu'un qu'on a élu dans un quartier, il est plus légitime que Faure Gnassingbé. Mais c'est lui qui nomme maintenant des sénateurs qui à leur tour vont le nommer président du conseil. Vous trouvez ça normal? Et les gens viennent nous dire que c'est comme ça que fonctionne un régime parlementaire. Attendez. Et vous avez dans ce gouvernement des universitaires des gens qui sont des agrégés, des gens qui ont fait le droit constitutionnel, des gens qui sont des juristes qui viennent défendre ça. Bonjour au passage à Maître Afan Gwedi. Il n'a pas été nommé sénateur. Vous trouvez ça normal? Les gens qui sont élus dans les CDQ là, actuellement là, ils ont plus de légitimité que Faure Gnassingbé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que son mandat est fini. Même s'ils estiment que ce n'est pas encore fini, même si c'est dans un mois que ça finit, dès que son mandat finit, il n'a plus de légitimité. Les gens qui sont élus même dans les quartiers, chefs de quartier, chefs de CDQ, ils ont plus de légitimité que lui. Maintenant, comment se fait-il que celui qui n'a pas de légitimité, qui n'a aucun mandat électif, ni
ni un mandat de quartier, un mandat de député, un mandat de conseiller municipal, un mandat de président. Il va choisir des sénateurs qui, à leur tour, vont le choisir. Mais attendez, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et une fois qu'il aura été choisi président du conseil, il a tout le pouvoir, il est le chef des armées, il dissout le parlement, il peut faire ci, il est le président du conseil des ministres. Mais ça sort d'où? Cette façon de faire, mais ça sort d'où? Mais il faut convoquer les constitutionnalistes, il faut convoquer les juristes. Les gens n'ont qu'à venir nous expliquer dans quel pays on applique ça. Dans quel pays on applique ça? Nous voulons inventer la roue, nous voulons inventer le soleil, nous voulons inventer la lune, nous voulons inventer les étoiles. Dans quelle planète on applique ça? Quelqu'un qui n'a même pas un mandat électif, un matin, il cumule tous les pouvoirs pour diriger le pays. Il n'a pas de mandat électif, il n'a aucun mandat. Et les gens qui le nomment, c'est lui qui les a nommés. Les gens qui vont le porter demain, c'est lui qui les a nommés. Il les nomme pendant qu'il n'a aucun pouvoir. Mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable.